Tu pensais que le Vietnam, c'était encore ce pays un peu bloqué dans le temps. Tu avais peut-être encore en tête les paysages quasiment tous ruraux, les rizières inondées, les maisons en bambou, les marchés traditionnels, les fameux chapeaux iconiques que tu as en tête. Laisse-moi te dire que ça a bien changé. Nice to meet you. Nice to meet you also. You good? Where you from? From France. France. Yeah. Do you know Kylian Mbappé? I know. Mbappé. Ousmane Dembele. Dembele also. Yeah. Champions League. Champions League. Yeah. Yeah. We win. We win. Yeah. Yes. Paris Saint-Germain. I love Paris Saint-Germain. It's crazy. I love Paris Saint-Germain. Yeah. I love Ousmane Dembele. João Neves. Donnarumma. Yeah, yeah. I need to mess with this heat. I need to get from my beach. You know that chopper on me. You know that chopper on me. I get in my fucking league. Double C all on my sheet. Don't you get better my beach. Christian D on my sheet. Shawty ain't gon' fuck on my drip. Shawty ain't love with my drip. I get that drip, you get drip. Hey man, are you good? Je m'appelle Zilan, j'ai travaillé en audit financier pendant 4 ans à Paris. Il y a 1 an, j'ai tout quitté pour vivre en nomade dans plusieurs pays en Asie, Vietnam, Thaïlande, Bali. Et aujourd'hui, on va parler business, voyage. Alors c'est parti, let's go. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du séisme qui a touché la Thaïlande et les pays alentours. Du coup, j'étais dans un appart qui a été impacté par ça. Il y a eu des fissures. Personne n'a été blessé ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de travaux, à toutes les heures de la journée. Et vu que je bosse H24 dans mon appart, c'était impossible pour moi de rester dans ces conditions-là. Donc je vais pas vous dire exactement où on va aller, vous allez le découvrir. Mais ça va être une grosse ville, la plus grosse ville que j'ai faite jusqu'à présent. Bien sûr, à part New Delhi, à part l'Inde. Et let's go quoi. Imaginez que, par exemple, vous avez l'habitude de travailler genre 5 heures par jour, depuis 5-6 ans. Et que pendant 1 an, 2 ans, vous travaillez 10 heures par jour, ou on peut prendre l'exemple avec le sport, genre vous courez 5 km tous les 2 jours, et puis pendant 1 an, vous vous forcez en fait à courir 10-15 km tous les 2 jours. Forcément, au début, ça va être très violent. Mais la force, ce qui fait peur et ce qui est génial en fait avec le cerveau humain, c'est que dans tous les cas, il va s'adapter. Et si vous avez la mentalité, si vous percevez en fait l'effort supplémentaire que vous devez faire pour atteindre cet objectif comme étant bénéfique pour votre vie,
Parce qu'encore une fois, pour moi, le but de la vie, c'est le bonheur. Et pour moi, mon bonheur, c'est atteindre l'objectif. C'est ça ma réflexion. Forcément, cet effort que vous allez faire, vous n'avez pas l'impression que c'est un effort qui est malsain ou que c'est un effort qui est contre votre bonheur, tout simplement. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de fixer une année référence où je vais surpasser, je vais aller au-delà de ce que j'étais capable de faire, quitte à me faire violence, quitte à avoir des moments difficiles, peu importe ce que ça va me coûter, pour que je puisse m'appuyer sur ça tout le reste de ma vie en me disant, si j'ai fait ça à 29 ans, alors quand j'aurai un prochain défi, j'aurai déjà les armes pour y arriver. Le problème qui peut se poser si vous avez cette ambition, c'est que forcément, vous allez avoir deux parties de votre cerveau. C'est toujours un combat constant entre une partie qui veut tout faire pour réussir et une partie qui veut juste simplement vivre sa vie en mode YOLO et qui se dit finalement, est-ce que j'en fais pas trop? Parfois j'ai envie de me poser, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler encore à cette heure-ci, etc. Et du coup c'est toujours un combat constant et ce combat constant, pour moi personnellement en tout cas, il sera jamais gagné, quoi. C'est vraiment un combat de tous les jours et j'ai toujours cette voix dans ma tête malgré toutes ces années de discipline où parfois vraiment j'ai envie de rien faire. Ça m'est arrivé aussi cette année d'avoir 2 semaines où j'étais dans le dur, mais c'est important de comprendre que il faut vraiment essayer de donner de la force à la voix qui vous attire vers votre objectif, vers votre bonheur, et de minimiser tout ce qui peut faire que l'autre voix prenne le dessus. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis mes 20 ans, quand j'ai commencé tout ça, à chaque fois que j'ai eu des discussions, que ce soit d'ailleurs des gens en cabinet, des amis, le discours vraiment que j'ai toujours entendu, je crois que dans ma vie, il y a peut-être eu 3-4 personnes qui n'avaient pas un discours comme ça. Les discours, ça a toujours été vas-y, lève le pied, ça te fera du bien. N'en fais pas trop, sois pas trop dur avec toi-même. Donc j'ai compris ce discours, pendant le temps je le comprenais, je l'acceptais, je l'écoutais. Mais ce qui a changé cette année, c'est que maintenant, je laisse plus personne me sortir ce discours. Donc dès que j'ai quelqu'un qui me sort ce discours, je lui explique très clairement ma vision des choses, ma vision du bonheur, ma vision de le fameux combat qui est entre les deux parties de soi-même. Et je lui dis, et c'est ça que je veux vous dire aussi par rapport à ça, c'est que le problème en fait avec ce genre de discours qui vous veut du bien, c'est que parfois, et très concrètement, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est que ça donne du pouvoir à l'autre partie de vous que vous combattez, et du coup ça rend votre combat encore plus dur. Ok, bon, je pense qu'on peut arrêter le suspense. Pour ceux qui reconnaissent l'orthographe, je suis de retour au Vietnam. Donc, pour résumer, j'ai fait Vietnam, Bali. Il y avait des amis qui étaient venus, j'avais des potes qui étaient venus pour 1 semaine. Ensuite, j'ai fait 6-7 mois en Thaïlande. Et là, je reviens au Vietnam, mais par contre pour une ville, vous allez voir, et je vais le découvrir avec vous, qui est complètement différente de la première. Puisque je suis à Ho Chi Minh City, qui est une ville qui est chaud bouillante. Donc, let's go. On arrive dans le grand immeuble que j'ai loué pour quelques jours. La ville, elle est putain de dense, c'est incroyable. La circulation, là, on a eu 1 heure de taxi pour arriver. En fait, Ho Chi Minh s'est organisé en plusieurs districts et chaque district a un peu son ambiance. Vous avez un district un peu plus culture, tourisme, bobo. Et là, j'ai choisi un district un
peu plus éloigné du centre, même si on voit que ça reste un peu le bordel. Mais c'est un peu plus éloigné du centre et c'est surtout plus, il y a beaucoup plus d'occidentaux. Et c'est aussi le district long terme, quoi. C'est les expats un peu long terme qui viennent ici. Il y a des complexes, ce sont des gros immeubles. Vous avez des milliers de logements. Donc là, j'en ai pris un. Moi, ça me permettra de voir comment c'est à l'intérieur et de voir si je resterai là. Si je resterai là pour sur le long terme, si ça me va ou si je choisirais plutôt un truc dans un autre district. Mais ouais. Quand on arrive, on est un peu paumé, il y a tellement de trucs à faire, à gérer, trouver ses marques. Yeah. Mais là, on y est. Let's go. Alors, on découvre ça. Pas forcément très privé, mais au moins on a la belle vue, quoi. On a la belle vue, mais on n'a pas encore la belle vie. Mais ça va arriver incessamment sous peu. Donc, je pense que je vais vous laisser là et vous reprendre quand je serai un peu plus installé. Là, je suis claqué. Donc, à tout à l'heure. Do you have Marlboro. no camel? Camel blue or yellow? Camel now. Yeah. This is which? Black, no. You have blue? Check this one. Yeah, I think I will take. Yeah, I will take this one. Do you have lights? Yeah. How much is it? 30. 30? Okay. Il y avait une réflexion que je me faisais par rapport au business. Je me considère un peu comme débutant toujours, mais là, ça fait presque 1 an que je suis dessus à 100%. Et le plus grand changement que j'ai eu depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai démissionné, c'est comment est-ce que je voyais l'argent. Avant de démissionner, je faisais tout seul. Je faisais mes vidéos tout seul, je faisais le montage tout seul, je faisais la communication tout seul, je répondais moi-même aux clients, je faisais les coachings tout seul, je faisais les miniatures tout seul, je faisais vraiment tout seul. Du coup, ça faisait un business qui était très léger et j'avais aussi du coup des marges qui étaient assez intéressantes, quasiment du 80-90% parce qu'il n'y avait pas de charge. Et là, depuis 1 an, vraiment ce qui a changé, c'est que disons que 2023-2024, ce que j'ai compris, c'est que je pourrais jamais progresser aussi vite que je le voulais si je m'entourais pas. Donc j'ai commencé par déléguer ce qui me prenait le plus de temps, à savoir le montage. Donc j'ai trouvé des prestataires sur Fiverr. À l'époque, ça me coûtait entre 50 et 70 € pour une vidéo, donc c'était très accessible. Et puis petit à petit, on a décidé d'augmenter en fait la qualité des vidéos. Au début, on payait 100-150 €. Et puis là, pour vous dire, les vidéos les mieux produites sur notre chaîne, elles avoisinent les 250 €. Alors, comment vous dire que quand vous êtes salarié et que vous touchez même pas encore 4 000 € par mois net, lâcher ce genre de tarif pour une vidéo, sachant que cette année, il y a des moments où on en publiait plus d'une par semaine, une à 2 par semaine. À chaque fois, lâcher ce genre de montant, ça piquait vraiment, quoi. Et le plus grand changement de mindset que j'ai eu cette année, c'était vraiment de comprendre
qu'il y avait l'argent du business et l'argent personnel. Et qu'en fait, dans le business, l'argent du business, tout coûte plus cher et qu'il fallait être à l'aise avec dépenser ce genre de somme pour faire grossir en fait le business. L'idée, c'est que certes, on va dépenser. Enfin, là, si on prenait tout en compte, pas que le montage, mais aussi la miniature, parce que j'ai aussi des gens qui font des miniatures. J'ai aussi mon temps personnel et puis aussi le temps de mon bras droit qui fait les revues, etc. Si on prenait vraiment tout en considération, qu'on valorisait tout le temps qu'on passait pour une vidéo YouTube, la moyenne d'un coût d'une vidéo, en tout et pour tout, elle doit avoisiner les 450 €. Au début, ça piquait vraiment, et puis petit à petit, j'ai compris que c'était la meilleure opportunité en fait pour aller beaucoup plus vite. Et le grand shift mental de mindset que j'ai eu cette année, c'était d'être à l'aise avec dépenser beaucoup d'argent pour créer du contenu, en espérant ensuite, avec la vente de formation, rentrer dans nos coûts. Putain, ça a l'air big ici par contre, hein. Ça rigole pas. Alors, verdict, je viens de finir la séance. Alors, comment dire? En fait, quand j'étais en Thaïlande, j'étais dans une salle, sans le savoir, qui était hardcore. En gros, moi, c'est la première fois que j'allais faire vraiment de la boxe, un sport de combat. Et du coup, c'était ma première salle. Et du coup, ça me paraissait normal, en fait, ce qu'on faisait. Et un jour, il y a un pote qui est venu de France, qui s'entraînait avec nous. Il m'a dit c'était hardcore. Et je pensais que c'était normal. En fait, c'était pas du tout normal. Du coup, pendant 6 mois, je me suis habitué à un rythme qui était bien extrême en boxe, avec une séance de 1h30. Et ici, c'est beaucoup plus amateur. On était 15 dans la séance, alors que d'habitude, en Thaïlande, on était que 2-3, quoi. Et du coup, c'était plus personnalisé, c'était plus hardcore. Et ici, c'est beaucoup plus relax, c'est beaucoup plus lifestyle qu'autre chose. Donc, forcément, en comparaison, je suis un peu déçu. Je pense que c'est mieux pour réseauter ici. On rencontre plus de personnes. Mais c'est pas pour ça que je viens en vrai. Donc, je pense que les prochaines fois, je vais simplement chercher une autre salle pour voir un peu la différence et pour choisir, quoi. C'est full boxe, hein. Il y a de la boxe, de la muay thai, il y a un peu de tout. C'est cool. Moi, vraiment, le sport, ça n'a jamais été pour le physique. C'est vrai que maintenant que... Enfin, ça a toujours vraiment été que pour l'intellect, quoi, que pour le mindset. Ce qui m'avait motivé au début à commencer, c'était de me dire, attends, si je suis capable de courir pendant 1 heure sans m'arrêter, ou de me faire violence à la salle de sport en soulevant des poids, franchement, le business, ça va être facile, quoi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu me buter au sport. Bref, là, je vais vous montrer le chaos de la ville, parce que, franchement, Ho Chi Minh, c'est quelque chose, hein, vous allez voir. Bon, la team, alors, il s'est passé pas mal de choses. On se retrouve, je suis sur le départ pour aller à Da Nang. Changement de ville encore une fois. J'avoue que c'est un peu le bordel. Il doit être 5h du mat. Le vol part dans 2 heures. Donc on est un peu à la bourre. On a une demi-heure de taxi à faire. Et la ville, ouais, Ho Chi Minh City, c'était pas pour moi. C'est trop cher, trop bruyant. Donc je fume ma clope, et puis on décolle. Ouais, du coup cette ville, Ho Chi Minh, elle est un peu particulière. Je me suis rendu compte au-delà du prix. C'est un peu une ville à 2 visages. Vous avez des ghettos qui sont très très riches, très très clean, très très agréables. Mais le reste de la ville, j'avoue que c'est un peu crade. Ça donne pas envie de rester. Il y a beaucoup de pauvreté aussi, ça se voit. Et
c'est pas forcément une ville où j'ai senti qu'il faisait bon vivre, on va dire. C'est pas forcément une ville qui est hyper accueillante, c'est pas une ville touristique, c'est pas une ville où c'est facile de faire des connexions, en tout cas d'après moi, ce que j'ai ressenti. Donc les ghettos dont je parle, c'est des sortes de quartiers, vous en avez 3-4 dans la ville, où là on sent que c'est vraiment très expatrié, beaucoup d'expats, beaucoup de Chinois aussi. Je pense qu'ici, 50% des expats sont des Chinois. Donc le reste, c'est des Occidentaux. Et 50% des expats sont des Chinois. Je suis content de m'avoir vu, d'être fait mon avis. J'avoue que la ville, elle m'intéressait de ouf de base. Je savais que j'avais lu un peu des choses sur la ville, mais elle m'intéressait quand même. Je voulais un peu vivre l'expérience grosse ville, on va dire, asiatique. Et finalement, avec le mode de vie que j'ai, c'est pas forcément très intéressant que je reste là. C'est vrai que c'est aussi beaucoup la saleté qui a joué pour moi. Je pense que ça se voit un peu à l'extérieur. Quand on sort des quartiers un peu des ghettos bobos, c'est pas forcément une ville qui est très propre, quoi. Donc on va aller à Da Nang. Je sais même pas encore si ça va être là que je vais me poser finalement. Là en fait on est en mai et je cherche une destination parce que je vais devoir voyager en janvier. Donc en fait je cherche une ville pour laquelle me poser pendant 6 mois et puis bombarder sur le business. C'est un truc que je savais, mais ce qui fait vraiment chier là dans ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le temps que je perds. Parce qu'en fait, là je suis parti de Thaïlande depuis 2 semaines plus ou moins. Et en fait pendant que vous voyagez, pendant qu'il y a tous ces déplacements, les recherches d'appartements, savoir où se poser, prendre ses marques, j'avoue que ça fait perdre beaucoup de temps, ça me fait un peu chier pour le coup. Là cette semaine j'ai pas forcément pu avancer comme je l'aurais voulu. Donc ça c'est un peu le côté négatif d'ailleurs des voyages. Là je pense que je suis arrivé à la partie où quand vous commencez à voyager, on va dire, à vivre en nomade, vous avez une petite lune de miel qui va durer genre 6 mois à 1 an. Et là, je sens que j'arrive à la fin de la lune de miel, où en mode, je commence à voir les défauts. Tout n'est pas rose, on va dire, quand on voyageait. Je commence à voir les défauts, la perte de repères qu'on peut avoir, le fait que c'est un peu difficile de connecter sur le long terme avec des gens. Quand vous connectez avec des gens, en fait, ils sont aussi souvent sur le voyage. Donc, ils n'ont pas fini leur voyage, donc... Parfois vous allez connecter avec eux pendant quelques semaines et puis ils vont partir. Donc, je pense que c'est à partir de 1 an où on sait si ce mode de vie c'est fait pour nous ou pas. Et moi ce que je commence à comprendre c'est que ce qui fonctionne bien pour moi c'est plus ou moins 6 mois. Donc en fait c'est pas d'être en mode nomade pendant quelques semaines, genre 1 mois et puis après partir. Pour moi ce qui fonctionne c'est de rester sur le long terme, genre 6 mois et après de voyager quoi. Mais malgré que la lune de miel soit finie, parfois je me pose la question de est-ce que j'ai envie de retourner en France? Et jusqu'à présent la réponse est toujours non. Le seul truc qui est un peu qui peut manquer on va dire quand on a une destination, quand on est plus nomade, quand on est sédentaire, c'est le côté où on peut se faire un setup, par exemple à la maison, on peut commencer à acheter des meubles etc. pour être parfaitement à l'aise et être productif. Là forcément commencer à acheter des meubles, genre moi j'ai besoin d'un double écran etc, commencer à acheter tout ça, ça rendrait difficile le côté nomade. Donc je pourrais le faire et puis après revendre mes choses avant de partir, mais c'est un peu un entre-deux qui est pas forcément très... Si on fait ça, voilà, on est plus trop dans le délire nomade et plus on a de confort et moins on a envie de voyager quoi. Donc faut trouver un juste milieu. Ouais, moi je vais continuer un peu comme ça pendant quelques temps. Je pense que ça dépendra vraiment de comment le business se porte. Parce que c'est vrai que ça me fait quand même économiser malgré ces voyages qui coûtent un peu cher. Le coût de la vie il reste plus faible. Ouais, allant à Da Nang, vous allez voir comment la ville est.
Used to work at Patterson. Got a bit that magic. And she let me have it. She let me smash it. She let me pass it. Baby, no cap. I'm in the block. I got a Glock. I want the stat. I got it big out in the pipe, just like an addict. I got it big out in the pipe, calling me daddy. I'm in the stick, I'm in the six, I'm in the wagon. I'm in the bitch, I'm in the bricks, I'm in the ash. I got that white, I got that dope, I got that ash. Selling that soap, selling that soap, selling that nasty. I'm in the block, just like a boat, fucking a bandit. I'm in the block, I got them rolls, I got them bands. We gotta go, we gotta go. Hop in that ghost, then I go ghost. Nah, right now, nah, right now, nah, right now, nah, nah, right now, nah, right now, nah, right now. Nah, right now, nah. Bad living right now, hey. Back to the future, hey. Did it all on computers, hey. Bill Gates, hey. All my bills paid, yeah. For real, gotta go get for real. Showing your ass for real, gotta go get for real. Showing your ass for real, yeah, flip. Talk to my dogs. Nah, right now. Nah, right now. Nah, right now. Nah. Ooh, ooh, nah, right now. Nah, right now. Nah, right now. Nah. I got bitches wanting CPA right now. I got bitches wanting to see Cardi right now. All these diamonds in my teeth, I had to smile. Right now, right now. So that bitch get down right now. Touch your toe, bend it over right now. En ce moment, je regarde les lives de Papsan et TB Jones pour ceux qui connaissent. Donc en fait c'est deux créateurs qui voyagent et qui filment un peu leur voyage. Ils sont très différents. D'un côté il y a Papsan qui fait des lives sur Twitch où en mode il arrive dans une grande ville. Lui il est plus amateur de grandes villes comme Séoul, New York, etc. Des villes bien urbaines. Et de l'autre, il y a TB Jones qui est beaucoup plus en mode aventurier, backpacker. Il voyage avec un sac, pas de valise, et il va dans les coins les plus perdus en mode. Il a pas forcément d'hôtel de réservé à l'avance et vraiment il voyage, il découvre les gens un peu comme ça, quoi. Et ça m'a frappé parce que, en particulier TB Jones, il a une façon de s'intégrer, de connecter avec les gens qui est juste incroyable. Et je me suis vraiment dit en regardant leurs vidéos que j'ai l'impression que eux en une semaine ils font beaucoup plus de connexions avec des gens, ils vivent beaucoup plus de choses que par exemple que moi je peux vivre en un mois ou plus, quoi. Et c'est vrai que les regarder ça me fait ça m'ouvre un peu l'esprit sur la façon dont se comporter aussi. Hello. Hello. You good? Xin chào. Xin chào. Nice to meet you. Nice to meet you also. You good? Where you from? From France. France. Yeah. Do you know Kylian Mbappé? I know. Mbappé. Ousmane Dembele. Dembele also. Yeah. Champions League. Champions League. Yeah. Yeah. We win. Yeah. Yes. Paris Saint-Germain. I love Paris Saint-Germain.
He's crazy. I love Paris Saint-Germain. Yeah. I love Ousmane Dembele, João Neves, Donnarumma. Yeah. What are you doing? You student? Huh? You student? Huh? You student? Yeah. What are you studying? Huh? What study? Here. Yeah. What do you study? Hả? Cái gì mày học cái gì? Mày Zoom go. Football. No. I study football. Ah. Yeah, I love You football. Yeah. I love football. I love Cristiano Ronaldo shoe. And Messi is better. Messi better. Messi is Yeah, better. Messi left hand. I love you. Left. Yeah, I know. Enjoy, bye. Yeah. Goodbye. Thank you. Yeah. Can we take a photo? You want to take photo? Photo? Yeah, let's go. Yes, sir. Yeah. Let's go. Yeah. Let's go. Thank you. Vous voyez, quand vous regardez des lives de Papsan, quand vous voyez des lives de Papsan ou de TB Jones, ce genre d'interaction, en fait, c'est des interactions qu'ils ont H24. Et en fait, ce qui fait que leurs vidéos sont incroyables, c'est que on sait que en regardant, je sais pas, 15 minutes en fait de leur live, on va avoir l'occasion de découvrir 2-3 vies complètement random, des gens qui vont raconter leur quotidien, ce qu'ils font, etc. Et en fait, c'est ça qui rend un peu addictif dans leur live, quoi. Et c'est vrai que moi, je regarde de plus en plus leurs vidéos pour un peu m'inspirer. Et j'ai commencé à faire ça il y a une semaine. Et c'est vrai que moi, qui étais de base très j'avais encore un peu la mentalité parisienne. Je me rends compte qu'il m'a fallu plus de... Là, ça fait même pas un an que voyage, donc il m'a fallu plus de 6-7 mois avant de quitter la mentalité que j'avais un peu parisienne, qui était un peu en mode, tu vois, genre j'ai mes écouteurs dans les oreilles. Et puis je marche tout droit et je m'en fous un peu de ce qui se passe à côté de moi, quoi. Alors qu'en fait, si on veut vivre un peu les choses différemment, il faut un peu changer sa mentalité, être ouvert. Il y a un truc aussi dont on parle pas forcément beaucoup. C'est moi, pour le coup, la première vraie destination un peu dépaysante que j'ai fait, c'était l'Inde. Et j'ai un peu été... j'ai un peu sauté dans le grand bain. Et c'était une bonne chose. Puisqu'en fait, en Inde, quand vous êtes étranger, que vous soyez blanc ou noir, ou que vous marchiez dans la rue, il y a une phrase qui dit qu'en Inde, il y a tout le monde, au moins une personne qui vous regarde. Et en vrai, là, c'est beaucoup plus qu'une personne. C'est vraiment quand vous êtes étranger en Inde, tout le monde va vous regarder. Et ça peut être un peu déstabilisant. Moi, j'avoue qu'il m'a fallu un certain temps d'adaptation. Et c'est aussi pareil du coup en Asie, surtout quand on est noir. Et au début, j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça. J'étais pas très à l'aise, parce que j'ai l'impression d'être un peu une bête de foire, puisque vraiment, c'est très différent. Par exemple, en Thaïlande, les gens vont vous regarder, et puis quand vous croisez le regard, ils vont vous sourire ou ils vont vous faire un petit hi, comment ça va, quoi. Au Vietnam, ils sont plus timides quand ils sont pas bourrés. Ils sont plus timides, et en fait, ils vont vous regarder uniquement quand vous les regardez pas. Donc en fait, dès que vous croisez le regard, le gars il va changer, il va tourner sa tête ou il va se retourner derrière vous, quoi. Et ce genre de regard un peu de travers, moi j'avoue que ça me mettait très mal à l'aise au début. Et puis avec le temps, j'ai compris qu'en fait c'est normal, parce que ils ont pas l'habitude de voir, donc c'est simplement de la curiosité. Et en Asie, j'ai jamais senti, enfin peut-être quelques fois, mais j'ai pas vraiment senti de regard malveillant, quoi. L'Inde, c'est vraiment un pays que j'ai envie de défendre de plus en plus, parce que bon, il y a pas de fumée sans feu. Toutes les vidéos que vous voyez sur l'Inde, elles sont vraies. Le côté très sale, hyper bandé, etc., c'est plus que vrai, c'est encore plus impressionnant en vrai. Mais moi, j'ai rencontré des gens vraiment, genre la bonté là-bas, et le côté accueil. Quand vous allez en Inde, vous sentez qu'ils sont fiers vraiment de leur pays, quoi. Donc moi maintenant, j'essaie un peu de défendre l'Inde, parce que j'ai un peu le seum en fait qu'ils se font clasher autant. Il y a des clichés qui tournent sur TikTok avec le
la street food où ils mettent les pieds, etc. Mais c'est pas l'Inde, c'est pas que ça. Parce qu'en fait, on oublie de dire aussi, c'est que les gens sont très cool, quoi. Et souvent, quand on parle de l'Inde, on parle tout de suite des agressions et tout ça. Mais en fait, on oublie de dire aussi qu'il y a des qui sont très accueillants, et qui sont vraiment ils sont très bons aussi, quoi. Vraiment, cette ville, elle est incroyable, hein. Elle est vraiment incroyable. Quand vous êtes là, vous vous sentez un peu détendu dès que vous arrivez de l'aéroport. Le sentiment que j'avais quand je suis parti de Ho Chi Minh et que je suis arrivé ici, c'est vraiment quelque chose. Il y a des fois, je culpabilise un peu à moitié en faisant ce genre de vidéo. Parce que je me rends compte que je tombe un peu parfois dans le cliché de l'influenceur qui est à l'autre bout du monde et qui vend du rêve. Tu vois, je vous montre des appartements de malades à pas cher, des piscines, etc. Et parfois même dans le discours, je me rends compte que j'ai pas forcément mieux à dire que ce que les autres disent déjà. Et je pense simplement que il y a pas de fumée sans feu. Je pense que le message que je veux faire passer, c'est pas un message original, mais c'est vraiment un message qui me tenait à cœur. C'est parce que en fait, il y a une réflexion simplement que je me fais. C'est il y a des fois, genre, je me demande qu'est-ce que je ferais à l'instant T si j'avais pas démissionné. Par exemple, des fois, on est, je sais pas, mercredi à 11h ou lundi à 17h. Je me dis putain, si j'avais pas démissionné, je serais, je sais pas, dans les transports, je serais enfermé dans une tour, dans un costume, etc. Et c'est un peu cliché de dire ça, mais j'ai vraiment compris qu'on peut vraiment se créer la vie qu'on voulait, quoi. Parce que, il y a 1, 2, 3 ans, j'étais pas différent dessous de n'importe quelle personne qui travaillait à la défense. J'étais en plein dans le game de la carrière. Et j'étais absolument pas prédestiné à faire ce que je fais aujourd'hui et à avoir changé de vie, quoi. Donc parfois, c'est bien aussi d'arrêter de dire toujours c'est la société, c'est la société, c'est la société. Et de se dire qu'on a le choix de se créer, à force de travail, la vie qu'on souhaite avoir, quoi. C'est clair qu'il y a une sorte de prédestination, mais il y a aussi la puissance de la volonté du travail qui fait que c'est aussi à vous de vous demander, de vous projeter, de vous demander qu'est-ce que vous voulez pour votre vie et d'organiser les choses pour que ça aille dans votre sens. And not making your bed, not cleaning your house. You don't hit the snooze button. You get up. You don't want to go run, you go run. You don't want to go swim, you go swim. You don't want to make your bed, you make your bed. You don't want to clean your house, you clean your house. You don't want to study, you study. That's how you start to callous your mind. But you just gotta keep your eyes on the horizon. You can't get worked up on the daily ins and outs, the struggles and external factors that beat on you in life. If you really want it, it takes work ethic, sacrifice, due diligence, sweat equity to get there. And you can get there. You learn those lessons in the gym to transform yourself from A to B. Discipline is in the gym, right? You wake up at 5:30 in the morning, it's raining outside, you don't want to go to the gym, but you get up anyway and you go to the gym. Why? Because you believe in a higher cause. So you do that over and over again. Small steps lead to big steps, lead to the big picture of who you are and what you can be. Then all of a sudden, you look in the mirror, you're like, wow, look what I look like. But what have you really gained? You gain a mental toughness, confidence of who you are, that you can take that lesson learned in the gym and transcribe that into all theaters of life, whether that's your social life, your marriage life, corporate America, building up from mailroom to CEO. Valuable lessons that are the bedrock of someone's character that are developed in the gym. You need to put yourself in uncomfortable situations and uncomfortable scenarios, okay? If you do easy things, you will have a hard life. If you do hard things, you will have an easy life. The more you stay uncomfortable as a man, the more success you will have.
a lot of you motherfuckers don't have nothing to lose. You have to give yourself things to lose. You have to put yourself in uncomfortable scenarios. Yo, I have to do this. If I don't do this, yo, I'm gonna die. Simple as that. Tell yourself that, yo, if I don't get up and work out consistently, if I don't do the things I need to do for my business, if I don't do this, yo, it's either I do this or I die. Simple as that. Now, we must all suffer one of two pains. The pain of discipline or the pain of regret. And I'm suggesting discipline. Mental discipline to refine our ideas. Of course it's laborious, of course it's a push, but it's called small price to pay. So that you won't have the regret later on. Regret weighs tons. Discipline weighs ounces. Everyone is jealous of what you've got. No one is jealous of how you got it. People see the trophies, but not the training ground. Drop the real on the beat.